Bonjour tout le monde, bienvenue au Club Math. Donc, cette semaine, on a la chance d'accueillir Francis Fletch-Quentin qui va nous parler avec son beau titre Calcul semi-différentiel de la distance Manhattan au flambage de la colle. OK. Bonjour. L'idée, premièrement, de ce que je vais faire, je vais essayer. Le but, c'est que je vais vous parler de calcul semi-différentiel. C'est ça le titre, c'est ça que je veux faire. Pour faire ça, je vais juste commencer à introduire premièrement c'est quoi un différentiel. Donc, pour faire ça, je vais utiliser les mathématiciens à ma disposition, ici, qui ont travaillé là-dessus. Bon, il y en a d'autres que ceux-là. J'ai mis les grands noms. Je n'ai pas le temps de tous les mentionner. Il y a plein de petits détails que je ne mentionnerai pas, mais qui se trouvent dans ce merveilleux livre. C'est essentiellement ce sur quoi ma présentation est basée, qui est optimisation et introduction au calcul semi-différentiel. Et donc, très rapidement, on va donner une définition de ce que c'est d'être différentiable, qui a été donnée par Hadamard en 1923. Ce que j'ai mis ici, c'est les années de publication des articles auxquels je réfère. Les flèches ici, c'est pas que je préfère, c'est pas l'ordre de préférence de mathématiciens, c'est plutôt, par exemple, Hadamard était le directeur de recherche de Fréchet, qui était lui-même le directeur de recherche de Gâteau et de Lévy. Gâteau ici, petite parenthèse, pas d'accent sur le A. C'est très important. OK. Cela dit, historiquement, c'est toujours difficile d'attribuer une découverte mathématique à un mathématicien plutôt qu'à un autre. Fait que je fais juste une petite mention rapide de Weierstrass qui donnait un cours dans les années 1880. Je réfère au livre, les références ne sont pas tout à fait précises sur les années, mais ça tourne autour des années 1880. Il donnait un cours dans lequel on retrouvait la notion de différentiel correcte, qui était la bonne définition d'une différentielle. Mais ça a seulement été publié après sa mort dans les années 1930. L'université a décidé de publier ses notes de cours avec ces définitions-là qui étaient dedans. Donc, bon, on peut argumenter un petit peu comme Leibniz, Newton, je ne veux pas embarquer dans le débat qui l'a inventé, mais aujourd'hui, je vais parler de ce que l'on fait. Et aussi, d'un autre côté, totalement différent, plus ce qui a trait à l'analyse convexe, qui est un domaine très important en maths. L'analyse convexe, Rockefeller a beaucoup travaillé là-dedans. Je crois que c'est un A. Bon, désolé pour les fautes que je vais faire par la suite aussi. Donc, Rockefeller a travaillé beaucoup. Et Clark, qui a fondé le CRM, qui est un Montréalais, et qui a beaucoup travaillé à Montréal, et a travaillé beaucoup en analyse convexe. Et il y a un sous-gradient qui porte son nom, là, le sous-gradient généralisé de Clark. Et ça, c'est une autre façon d'aborder la non-différentiabilité qui est totalement différente de ce que je vais voir aujourd'hui. Donc, je mentionne que ça existe, mais rapidement, je ne vais pas vraiment parler de eux. OK. Donc, assez parlé. Je vais donner une définition très difficile. J'espère que vous allez me suivre. C'est quoi être différenciable dans les réels? Définition qu'on donne au cégep, toute simple. Il n'y a pas plus. Bon, je ne passerai pas 2 heures là-dessus. Donc ça, c'est la définition dans les réels. Et là, ce que je veux faire, c'est définir une différentielle dans Rn. Donc, dans Rn, ça serait quoi une différentielle? Avant de vous garrocher la définition, je vais vous donner un peu l'intuition de ce qu'on aimerait qu'une différentielle soit dans Rn. Bon, on voudrait, grosso modo, que ça respecte les propriétés qu'on s'attend dans les réels. Donc, je vais juste donner peut-être deux choses importantes qu'on voudrait de la différentielle. Ça ne va pas surprendre personne. Différenciable implique continu. Donc, ça, c'est OK. Pas plus de commentaires là-dessus. C'est vrai dans les réels, on voudrait que ce soit aussi vrai dans Rn. Et une propriété un petit peu plus linéarité par rapport à la direction. C'est tellement trivial dans les réels que c'est dur un peu à donner intuitivement. C'est tellement trivial que je vais donner peut-être un petit peu dans
un peu comme on le verrait en calcul 1. Donc, j'assume que vous avez tous des connaissances en calcul 1, qui est un peu qui utilise la différentielle dans Rn sans trop la définir formellement. C'est plutôt fait en analyse 3. Et j'ai ressorti mon Stewart. Et dans Stewart, comment qui définit la différentielle, la dérivée directionnelle de f en x dans la direction v, qu'il la dénote comme ça. Ils disent, ben, c'est simple, la fonction est différentiable, on peut juste écrire que c'est le gradient de f évalué en x, produit scalaire avec v. Donc, on a juste besoin de calculer les dérivées partielles, on fait un produit scalaire et on a notre dérivée directionnelle dans une direction v. Et ce que je dis par rapport à la linéarité ici, c'est que c'est vraiment le fait, ça c'est un produit scalaire, c'est vraiment le fait que je puisse écrire ça comme un produit scalaire qui fait que ma différentielle ici va être linéaire parce que le produit scalaire est linéaire. Donc, si j'avais, par exemple, de manière toute simple, si j'avais ça, ben, je pourrais juste distribuer mon produit scalaire qui me donnerait OK, c'est tout simple. OK. Oh, petite remarque que j'ai oublié de faire. Je dis que je veux définir la différentielle dans Rn. En fait, les gens, ce qu'ils ont fait à la base, c'est la définir dans R2. Parce qu'une fois qu'on réalise qu'une fois qu'on le fait dans R2, c'est fait. Là. Il n'y a pas vraiment... Sans perte de généralité, on peut vraiment s'imaginer pour le reste de la présentation que on travaille dans R2. On peut tous les exemples, on peut tout imaginer qu'on est dans R2. Ça généralise bien. OK, donc ça, c'est les deux propriétés fondamentales qu'on voudrait. Puis, peut-être, je vais les mettre un petit peu à part, des petits bonus. Donc, la dérivation en chaîne. Bon, je donne celle-là parce que c'est la propriété la plus difficile à préserver, mais j'entends par là toutes les définitions classiques. La dérivée d'un produit, c'est le produit des dérivés, ce genre de trucs classiques-là. On voudrait que ça soit tout préservé. Et, puisqu'on va faire un petit peu l'optimisation tantôt, les points critiques. Les points critiques, c'est tout simplement la dérivée égale à 0. Donc, c'est soit un minimum, un maximum ou un point de sel. OK? Donc, on a tout ce dont on a besoin pour définir la différentielle dans Rn. Petit truc. Ça, c'est, comme je disais, je suis allé rechercher dans Stewart comment eux le notaient. Moi, je vais le noter comme dans le livre, comme ça. La différentielle de x dans la direction v. C'est juste une question de notation. Je vais réutiliser cette notation-là. Donc, je vais commencer peut-être par définir c'est quoi. Ici, je l'utilise un peu informellement. J'assume que vous l'avez fait en calcul 1. C'est comme ça souvent que c'est fait. Fait que je vais essayer peut-être de définir formellement un peu c'est quoi la dérivée directionnelle. Mais on se dit, OK, si je fixe une direction v, ben après ça, on sait comment calculer la différentielle dans une direction, parce qu'une fois qu'on a fixé la direction, c'est comme si on se retrouvait dans les réels, dans R. Puis ça, on a déjà la définition. Fait que c'est simple. On va dire la dérivée de f dans la direction v, c'est pas vraiment plus compliqué que dans les réels. Je crois que vous allez être d'accord avec moi. Et rapidement, on va se rendre compte, si on regarde, je vais surtout focusser sur les deux propriétés, la linéarité et la différenciabilité. Ben, en fait, je peux construire, je ne le ferai pas, encore là, c'est des fonctions qui sont données dans les cours de calcul 1. On peut construire une fonction qui respecte ça, mais qui ne sera pas continue. Donc, ça ne serait pas une bonne définition de la différenciabilité. Et là, je reviens à mon deuxième point, la linéarité. Ça, non plus, on peut construire une fonction qui respecte ça et qui ne sera pas linéaire. Mais on se dit, la linéarité, c'est quelque chose de fondamental dans la différentielle. Donc, et la première propriété que j'ai écrite, on a plus l'intuition que ça va être comme un théorème qui va découler de la définition. Donc, je vais travailler, je vais dire que la linéarité, c'est fondamental, fait que je vais juste l'inclure dans ma définition. Je vais dire df de x dans la direction v existe et est linéaire pour tout v élément de Rn. Ici, je pourrais mettre aussi pour tout v élément de Rn. Et là, on se dit, OK, est-ce que ça serait ça la définition de la différenciabilité? Bien, encore une fois, je peux construire une fonction qui respecte ça, mais qui ne sera pas continue. Donc, ça ne serait pas une bonne définition. Fait que là, on va regarder ce que M. Hadamard a fait en 1923. Il est plus intelligent que moi. Il l'a défini mieux que moi. Il se dit,
Ce qui est fondamental, en fait, un des trucs fondamentaux de la différentielle, c'est que ça doit être invariant par rapport au chemin qu'on choisit pour aller dans la direction V. Donc, si j'ai ma direction V, ça ne doit pas dépendre du chemin W que je prends pour tendre vers ce V-là. Okay? Donc, il y a vraiment cette intuition géométrique-là, et c'est comme ça qu'Adamor la donne, la définition de manière très géométrique, d'invariance de chemin. Donc, je vais définir ça ici. Donc, ça va être très similaire comme définition. Mais à la place, je prends des chemins W qui tendent vers la direction qui m'intéresse. Ça, c'est vraiment l'intuition géométrique que je donnais. C'est tout simple. Ça ressemble beaucoup à ça. Par contre, si on regarde, la première propriété est respectée. Une fonction qui respecte ça va être continue. Donc, il y a quand même un avantage de travailler à ce niveau-là. On se dit, OK, est-ce que je viens de vous donner la définition différentielle? Non, parce que sinon, j'aurais dit, voici la différentielle. C'est pas... En fait, on peut montrer que la linéarité sera pas... Une fonction qui respecte ça ne sera pas nécessairement linéaire par rapport à la direction. Donc, au final, ça, c'est pas plus fondamental que la linéarité. Je disais que la linéarité, c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est différent. Et là, on se dit, OK, bien d'abord, est-ce que cette notion-là est vraiment importante? Est-ce que finalement, est-ce qu'on a apporté quelque chose en définissant ça? En fait, oui. Parce qu'on peut montrer qu'une fonction qui respecte ça, donc qui est linéaire, ne respectera pas nécessairement ça. Donc, il y a vraiment, ça n'implique pas ça et ça n'implique pas ça. Il n'y a vraiment pas de lien, a priori, entre les deux. En général, plutôt. Il n'y a pas de lien en général entre les deux. Et donc, ces deux éléments fondamentaux de la différentielle, c'est vraiment le fait que c'est invariant par rapport au chemin et que c'est linéaire. Et donc, je n'ai pas le choix, je vais juste supposer les deux. Je manque un petit peu de place. Bon, c'est correct. Désolé. Et est linéaire. Et ce, pour tout V élément de Rn. Et en fait, je viens de vous donner la définition d'être Hadamard différenciable. Je n'écrirai pas différenciable au long, mais donc, ou différenciable au sens d'Adamard si vous êtes meilleur en français que moi. Oui, exact. Dans le fond, rapidement, c'est juste que si j'ai, quand je dis linéaire, c'est ça, c'est vraiment par rapport à la direction. Donc, si j'ai ça, comme ça, vraiment des petites distinctions que je ne veux pas faire, là, comme être dérivé différentiel ponctuellement. Et si c'était vrai pour tout x, alors c'est différenciable sur le domaine. Et ensuite, c'est ça, si c'est différenciable en v, c'est que c'est vraiment différenciable pour cette direction-là. Et bon, mais oui, c'est peut-être mieux dit en v. Et ouais, ici, donc, ce que je disais, c'est juste v1, puis plus la même chose, v2. Ouais. Donc, linéaire en v. C'est vrai que c'est mieux dit. OK. Donc, j'ai donné la différentielle d'Adamard et à part si vous avez fait le cours d'analyse 3 avec l'auteur de ce livre, en général, c'est pas comme ça que c'est enseigné de manière classique. C'est probablement pas la définition que vous avez vue dans un cours d'analyse 3 classique. Si on regarde Rudin, c'est pas comme ça que c'est défini. C'est défini plutôt au sens de Fréchet, différentiable au sens de Fréchet. Je l'écrirai pas la définition, vous la verrez dans votre cours d'analyse 3, mais ce que je m'apprête à faire, c'est donner mon opinion. Je trouve que cette définition-là ici est plus intuitive, elle est plus géométrique que celle de Fréchet. Fréchet, c'est plutôt très analytique et c'est très au sens où il nous donne une façon de vérifier si une fonction est différenciable. On prend un chapeau, on sort la différentielle de la fonction et on dit voilà, ça marche. Elle était donc différentiable. Donc c'est un peu moins, à mon sens, c'est un peu plus difficile de construire une différentielle quand on travaille avec Fréchet. Donc ça, c'est mon opinion. Maintenant, si je retourne un peu plus dans les faits et que je me fie et que je rapporte ce que M. Fréchet a dit en 1937, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que cette définition-là se généralise mieux en dimension infinie, donc dans les espaces fonctionnels,
Tandis que dans Rn, elle est tout à fait équivalente à Fréchet. Donc, elle est équivalente en Rn et elle se généralise mieux. Donc, ça, c'est l'avantage de cette définition-là. Puis pourquoi elle se généralise mieux? Très rapidement, on peut voir, bon, pour plusieurs raisons, mais rapidement, on voit qu'il n'y a pas de notion de norme dans cette définition-là. Contrairement, si j'avais écrit Fréchet, vous verrez, il y a une norme dans la définition de Fréchet. Ici, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle ça généralise mieux. Et pour continuer avec l'article de Fréchet, ce qu'il dit dans son article, il propose en fait de relâcher la linéarité. Parce qu'Adamor, bon, okay, je suis désolé, je me perds un peu. Adamor, en 1923, lui, il vient dire, il savait que la linéarité c'était important, contrairement à comment je l'ai montré. Lui, il savait que c'était important la linéarité. Donc, lui, en 1923, il dit juste, voici la définition d'une différentielle. Encore là, une petite astérix, parce que quand il dit voici la définition d'une différentielle, il utilise un langage beaucoup plus géométrique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et qui est équivalente, d'un certain point de vue, est équivalente à la définition là. Si on fait un peu de calcul des variations, on se rend compte que les deux définitions sont équivalentes, celle qu'Adamor a donnée et celle que j'ai mis ici. Donc, ce que je disais, Fréchet en 1937 est arrivé et dit bon, mais peut-être on va relâcher un peu la condition de linéarité, voir qu'est-ce que ça donne. Et il y a une critique de M. Lévy qui dit, ben, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, si on relâche la linéarité, on est à ce niveau-ci, puis il va exister des fonctions qui respectent ça, mais qui ne respectent pas ça. Donc, si on relâche la linéarité, en fait, ça ne sera pas linéaire. C'est un peu ce que... Mais comme c'est un peu... Parce que c'est pas comme ça que ça a été mentionné à l'époque. Comme je disais, c'est une formulation un peu plus géométrique, c'est pour ça que j'ai mentionné, là. Mais il a été critiqué parce que justement, on perdait la linéarité dans sa formulation. Et M. Fréchet ne pousse pas la notion plus loin que ça. Il arrête ça là. Mais finalement, ce qu'il avait proposé, M. Fréchet, il a proposé ça, sans la linéarité. Et en fait, il s'est dit... on peut se dire, on réalise aujourd'hui plutôt, que c'est vraiment la base du calcul semi-différentiel qui est là. Et bon, par la suite, il y a un certain M. Penaud, dans les années 1972, qui reprend un peu cette définition-là et qui réalise que bon, on peut inclure beaucoup de fonctions qui respecteraient cette propriété-là. Ils ne seraient pas différenciables, parce qu'ils ne seraient pas linéaires, il faut construire des contre-exemples, mais ils seraient très intéressantes à étudier peut-être ces fonctions-là. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Mais ce qu'il réalise par contre, c'est qu'à ce niveau-là, une fonction très intéressante, bien, la classe de fonctions convexes qui est très intéressante, et en particulier une fonction, que je peux prendre en exemple, c'est la norme d'un vecteur x par exemple. Bien, ça, c'est une fonction qui n'est pas différenciable au sens classique. Si on s'imagine par exemple juste en une dimension, c'est un peu la valeur absolue en fait. La valeur absolue, on sait tous que c'est non différenciable en zéro. Donc, on n'a pas l'espoir que cette fonction-là soit différenciable, mais on aimerait pouvoir travailler avec quand même. Fait qu'on se dit peut-être qu'elle serait là, mais en fait, non, elle n'est même pas là, cette fonction-là, parce que le fait que je fais tendre mon t par des valeurs positives et négatives, on sait de manière classique, ça va être moins 1 et 1, si on prend l'exemple de la valeur absolue. Et donc, ce que M. Penaud a fait, il veut mettre des plus ici. C'est peut-être pas comme ça que ça s'est fait historiquement, mais son idée c'est juste de dire, ben, on va juste prendre les t qui tendent avec des valeurs strictement positives. Et tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, j'ai un petit peu triché, là, les vraies définitions, c'est avec les t strictement positifs, mais tout ce que j'ai dit fonctionne encore à Adamor différentiable, ça fonctionne avec les t strictement positifs et tout ça. Donc, tout fonctionne bien, mais par contre, maintenant, on peut parler à ce niveau-ci de la norme. La norme respecte ça ici. Donc, on peut travailler avec des fonctions beaucoup plus intéressantes. Une classe de fonctions beaucoup plus intéressante, plus vaste que si on se limite seulement à la différentielle. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux vous donner... Je n'ai pas fait tout ce travail-là pour rien. Ça, c'est la définition de semi-différentiable. Ça ici, c'est Adamor semi-différentiable. Et ici, c'est Gâteau semi-différentiable. Donc, on a nos concepts de semi-différentiel. C'est peut-être le bon moment pour rappeler que c'est M. Fréchet qui a donné cette définition-là ici à la base. Mais bon, c'est l'avantage d'être le directeur de recherche, je suppose. M. Fréchet a quand même une notion... bon, on peut comprendre pourquoi ça porte le nom d'Adamor quand même, là, je ne veux pas faire de chicane. Et M. Fréchet a quand même une différentielle à son nom. Donc, mais bon,
Petite blague à part, on va continuer. Ça introduit vraiment les concepts de semi-différentiel. Vous voyez que c'est vraiment très intuitif. C'est un peu pour ça que j'ai donné la définition dans R, parce qu'on voit que c'est quand même similaire. On a un peu l'intuition de ce qui se passe. Mais on peut quand même traiter de classes de fonctions beaucoup plus grandes. Et là, je suis un peu en dilemme. Et il y a un petit théorème. Je voulais vraiment, c'est pas un gros, c'est un gros théorème, mais je ne l'utiliserai pas particulièrement aujourd'hui, mais on va le mettre dans le coin ici. Et parce qu'il n'est pas donné de manière très formelle, je vais mettre des guillemets à mon théorème. C'est, et ça inclut, ce que j'écris là va inclure, bon, je vais effacer ça ici. Ce que j'écris là va inclure ce que je disais par rapport à la norme, mais essentiellement, c'est qu'une fonction convexe, elle est différenciable, semi-différenciable, ok, je ne veux pas dire des semi-différenciable. Puis si on vient rajouter qu'elle est continue, eh bien, elle est semi-différenciable au sens d'Adamard. Donc, je me suis fait dire que je n'avais pas le choix de parler de ce théorème-là. Donc, le voici. Quand même, c'est important parce qu'on peut vraiment venir faire beaucoup de choses avec les fonctions convexes avec la définition d'Adamard semi-différenciable parce que, on a ce théorème-là. C'est vraiment pas, je dis théorème parce que, il y a vraiment des, la fonction doit être convexe, l'ensemble doit être convexe. Et là, après ça, c'est que cette condition-là, on peut la relâcher un petit peu quand on se met à parler de localement convexe et tout ça. Donc, c'est pas le théorème le plus général, mais ça serait un corollaire un peu simple du théorème. Donc, ça, c'est intéressant en ce sens-là. Il me reste encore beaucoup de temps pour donner mes exemples. Je suis content. Je n'étais pas sûr le temps que ça allait prendre d'introduire ça. C'est pas très long, mais bon. OK. Je vais vous donner... J'ai deux exemples à donner. Le premier, la distance Manhattan. Donc, supposons que vous êtes à Manhattan. Pas le choix. Et vous voulez aller, vous êtes ici, vous allez là. Vous allez d'un point A à un point B. Fait que là, vous m'appelez. Vous me dites, bon, c'est quoi le chemin le plus court entre deux points? Mais là, moi, je vous dis, votre problème est plate, là, c'est la ligne droite. Puis là, vous me rappelez, ouais, mais OK, mais je suis à Manhattan. Puis là, je suis comme, OK, là, il fallait mettre les choses au clair. À Manhattan, c'est pas la même chose. À Manhattan, ce qui se passe, c'est pas la même métrique qu'ils ont là-bas. C'est parce qu'ils ont des immeubles. On n'en a pas à Montréal. Donc, non. Parce que ce qui se passe dans une ville, on va dire Manhattan, ce qui se passe dans une ville, c'est qu'on peut pas... Tu sais, si on est ici et on va aller là, il y a des immeubles entre. On ne peut pas juste comme, prendre la ligne droite, c'est pas le chemin le plus rapide parce qu'après ça, on peut comme, rentrer dans un immeuble, puis là, c'est pas l'idéal. Fait que le chemin le plus rapide ressemblerait plutôt à ça. On est d'accord? C'est ce qu'on fait quand on se déplace normalement dans une ville, si on n'est pas trop fou. Et donc, ça, cette notion-là de comme pas pouvoir se déplacer en diagonale, OK, je mets des guillemets ici, c'est en fait, c'est la norme 1. Mais ou la norme Manhattan, c'est plus cool à dire. Donc, c'est ça. On a la distance entre deux points qui serait comme ça. Et bon, évidemment, on n'a pas nécessairement l'unicité. Parce qu'on peut, ce chemin-là serait équivalent aussi. Et après ça, on peut, bon, j'en discuterai un peu des différents chemins possibles, mais on voit que, même ça ici, ça serait un autre chemin. Ce serait tout à fait légitime. Au final, je ne parcourrai pas plus de pas si je me promène comme ça. Ça ne serait pas vraiment un raccourci dans ce cas-là. Donc, OK, ça c'est l'introduction de l'idée de la métrique Manhattan. On ne calculera pas la distance entre deux points parce que ça serait plate. Fait que j'ai un petit problème à vous proposer à la place qui serait plus intéressant. J'ai un ensemble U, comme ça ici, et j'ai un point ici. Fait que mettons point A de coordonnées A1, A2. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la plus courte distance entre A et la droite. Donc, la plus courte distance entre une droite et un point. Encore une fois, si c'était la norme 2, rapidement, ça serait ça la solution. Et ce qui m'intéresse, dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessairement la distance que je parcours. Ça va être facile de la trouver. Ça va être facile de trouver les deux, mais moi, ce que je veux caractériser, en fait, éventuellement, ça va être de trouver le x. Il y a un x
sur mon axe des U qui va venir minimiser la distance. Et moi, ce que je veux, c'est trouver ce x-là qui minimise la distance. Comme je disais, pour la norme 2, la norme usuelle, euclidienne, c'est plate. Fait qu'on va le faire avec la norme Manhattan. Donc, avec la norme Manhattan, vraiment très intuitivement, ce qui va se passer, c'est que ben, si je bouge juste sur l'axe... OK, l'idée plus générale, ce serait que je l'ai donné un peu dans un contexte appliqué à Manhattan, mais dans un contexte plus général, l'idée de la norme 1, c'est qu'on n'a pas le droit de se déplacer en diagonale, on peut juste se déplacer suivant l'axe vertical et horizontal. OK? Et ben, l'idée, c'est que si je suis ici, par exemple, et je fais ça comme ça, je me promène juste de manière horizontale. Okay, je m'excuse d'avance pour mes dessins qui ne seront peut-être pas tout à fait droits, là, mais supposons ici que je vais vraiment de manière horizontale, ben, c'est vraiment, on peut imaginer que ça serait le plus court chemin entre A et la droite. Je suppose ici que la droite est de pente moins 1. Oui, c'est négatif, moins 1. Et de 1 en valeur absolue, disons. Donc, si j'allais en ligne droite comme ça, on peut voir intuitivement que ça serait le chemin le plus court. Mais, puisque ma pente est de 1, comme je disais, c'est important, parce que, dans le fond, j'aurais pu de la même manière, me déplacer puis aller comme ça. Parce qu'ici, je ne fais aucun déplacement vertical. Horizontal, pardon, je fais juste du déplacement vertical. Donc, c'est sûr que si je reste juste sur un axe, c'est évident que c'est comme si j'allais... C'est comme si j'utilisais... non, je ne sais pas où je m'en allais avec ça, désolé. Mais c'est comme... Je sais que je ne vais pas comme maximiser ma fonction. Donc, je vais donner la fonction qui nous intéresse. Peut-être ça va m'aider à expliquer un peu plus intuitivement ce qui se passe. Donc, j'ai mon ensemble U que je vais redéfinir après. Ce que je veux donner, c'est la fonction. J'ai une fonction A. J'ai un point A que j'ai donné là. Il est fixé. OK? Ben, je vais définir ma fonction f de x comme x moins A1 en valeur absolue plus x1. Oh. Donc, petite convention. Je perds tout le temps mon efface, désolé. Petite convention, je vais juste, c'est vraiment pas très important, juste que ce soit clair. Je vais définir f comme une fonction de R2 dans R. 2, première composante x1, deuxième composante x2. C'est juste ça, là. Je veux juste que ce soit un peu clair ce que je fais. Donc, ici, ça peut être, je peux mettre une flèche pour dire que c'est un vecteur, mais je ne le ferai pas. Ça, c'est x1 moins A1 plus x2 moins A2. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je dis que je me déplace seulement horizontalement, ou on va dire horizontalement pour commencer? Bien, ce qui se passe, c'est que je fais juste varier x1 moins A1. Donc, je sais que ce terme-là va être nécessairement négatif. Donc, je sais que je vais venir minimiser cette fonction-là. Parce qu'en fait, c'est ce que je n'ai pas écrit, c'est que ce qui m'intéresse au final, quand je dis que je veux la plus courte distance entre les deux, ça définit vraiment mathématiquement la distance entre le point qui est fixe et ma droite U. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'infimum sur les x, éléments de U, pardon, de f de x. Ouais. Donc, A, c'est un point de R2 général. Je prends un x, élément de mon ensemble U que je vais définir, mais qui est juste cette droite-là. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la plus courte distance entre A et n'importe quel point de U. Et moi, ce qui va m'intéresser par la suite, c'est de caractériser les x qui réalisent cet infimum-là. Si un infimum vous dérange, dans ce cas-ci, on peut juste remplacer infimum par minimum. Ça sera la même chose. OK. Et donc, c'est ça. Pour revenir à ce que je disais, si je suis vraiment l'axe horizontal, je sais que ça va être 0. Et donc, si je ne fais pas trop de variations, si je reste vraiment droit, bien ça va être juste minimisé, c'est certain, un peu intuitivement. Et de la même manière, si je vais verticalement. Bon. À partir de là, je peux donner peut-être un peu plus une caractérisation mathématique du problème. Donc, je vais donner des conditions d'optimalité. Pour ça, je vais avoir besoin de mon U. Mon U, comme je disais, je veux que ma pente soit de moins 1. Donc, ça va être des x1, x2, des éléments de R2.
tel que la somme des deux donne 1. Et là, non, je n'ai pas fini parce que, essentiellement, le problème est presque résolu en ce moment. Parce que, après ça, je vais donner un peu l'intuition et ça serait plate. Fait qu'on va rendre le problème un petit peu plus piquanté. On va prendre des x1 plus grand ou égal à 0. Okay? C'est pour ça que j'ai arrêté mon axe ici, mon U ici. Donc, formellement, on a ça. On a la définition de notre fonction. On veut trouver un infimum. Cette fonction-là, au cas où vous ne le saviez pas, c'est quand même quand je parle de calcul semi-différentiel, ben elle est semi-différenciable. Elle n'est pas différenciable, cette fonction-là, parce que c'est la norme 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne à mon bonus que j'avais tout à l'heure, ici, point critique. Puis ce qui est le fun avec la définition d'Adamor semi-différenciable, c'est que, ouais, OK, je ne respecte pas la linéarité, le point 2, clairement, sinon ça serait différenciable, mais j'ai tous les bonus. J'ai tous l'avantage, bon, pas exactement pareil, il faut faire attention ici, ce n'est pas exactement les mêmes avantages, ce n'est pas les mêmes conditions d'optimalité. Si c'était différenciable, il y aurait des conditions d'optimalité différentes, mais je peux quand même parler de point critique de ma fonction. Et le théorème, ce qu'il dit, c'est que il existe x. Comment j'ai formulé ça? Il existe x éléments de U. J'ai juste toujours peur de me tromper. Il y a une histoire de signe, il ne faut pas que je me trompe. Tel que pour tout y élément de U, la différentielle x, y moins x est plus grande ou égale à 0. Donc ici, c'est plus grand ou égal à 0. On peut intervertir ou dire plus petit ou égal à 0. C'est la même chose. Et donc, c'est une condition nécessaire suffisante. Donc, x est... Dans notre cas, ça va être minimal. Si et seulement si il respecte cette condition-là. C'est un peu, comme je disais, c'est un peu la généralisation de la dérivée égale à 0, mais dans un contexte semi-différentiable. Mais donc, on peut vraiment, ça c'est une semi-différentielle, on peut vraiment calculer ma semi-différentielle de cette fonction-là. Elle va exister, parce que c'est une fonction convexe. Donc, j'ai le droit d'utiliser ce théorème-là. Je sais que la semi-différentielle va exister. On est content. Et on a même une condition, et dans notre cas, ça va être même nécessaire et suffisant dans ce cas-ci, mais bon, le point, c'est que... Oui, il y a aussi seulement si. Le point, c'est qu'on peut vraiment venir caractériser mathématiquement les points de mon ensemble qui réalisent l'infimum. Fait que ça, pour une fonction qui n'est pas différenciable. Fait que ça, c'est vraiment ce que je voulais un peu démontrer avec cet exemple-là, pourquoi c'est le fun, le calcul semi-différentiel. Mais, malheureusement, elle n'est pas jolie, la semi-différentielle de ça. Elle est pas, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cas particuliers à considérer, et c'est vraiment des gros calculs, fait que je ne le ferai pas. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être de venir s'amuser un peu dans le dessin pour regarder un peu les cas possibles. Et au final, si on faisait les calculs, ça serait rigoureusement, ça serait mathématiquement vrai, et on retrouverait les mêmes cas de figure qu'on voit géométriquement. C'est vraiment... Et parce que l'optimum est vraiment caractérisé par cette équation-là ici, ben on peut juste venir jouer sur les y, essayer différents y avec les différents cas de figure, et on obtiendrait mathématiquement tout ce que je m'apprête à dire. Mais je ne le ferai pas. Ce que je vais faire à la place, c'est m'amuser dans le petit dessin. C'est plus visuel, c'est plus fun. Donc, si je retourne un peu l'intuition que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, si je vais en ligne droite, c'est sûr que je viens minimiser ma fonction. Si je vais par en bas, c'est sûr que je la minimise aussi. Ça, on est content. Mais là, mettons que vous me dites, ouais, mais moi, j'ai un raccourci pour aller entre là et là. Vous me dites, ben moi, rendu au milieu ici, je fais juste bifurquer. Je m'en vais comme ça. Bien, puisque la pente est de 1, si mon dessin était un peu plus à l'échelle, on pourrait très bien voir que cette distance-là ici serait égale à cette distance-là. OK? Je ne sais pas si vous pouvez vous en convaincre. C'est la même raison que j'utilise. On voit que ça, vous étiez d'accord pour dire que cette distance-là était la même que ça parce que la pente est de 1. Bien, c'est un peu la même chose qui se passe. Quand je suis rendu là, que j'ai en bas ou sur le côté, ça va être pareil. Je vais parcourir exactement la même distance. C'est pour ça que je me suis arrangé pour prendre une pente de 1. De la même manière, si quelqu'un me dit, ben moi, je vais jusque-là, je fais ça à la place, ben ça serait exactement la même distance qu'il aurait parcouru. Par contre, quelqu'un qui se met à me dire, je m'en vais comme ça, ben là, clairement, lui, a parcouru un chemin plus long. Là. Ça, c'est à proscrire.
Donc, il faut être optimal dans la vie. Donc, ça, c'est le chemin optimal, ça, c'est le chemin optimal, et tous les chemins comme ça sont optimaux. Donc, on peut facilement se convaincre que, en fait, ça serait cet intervalle-là, les x qui sont entre ici et ici, vont tous être optimaux. OK? J'espère que j'ai réussi à vous en convaincre, même si je me suis perdu un peu dans mes explications. C'est vraiment tout simple, c'est très visuel. Si vous ne me croyez pas, faites le calcul de la semi-différentielle, ça marche. Mais donc, ça c'est pour le petit exemple du A que j'ai donné. Puis au final, si mon U allait à l'infini, ben, ça serait plate. La solution serait juste les x qui seraient optimum, ça serait tout simplement les x dans cet intervalle-là. Et je pourrais juste caractériser cet intervalle-là en fonction du A, ça serait plate. Bon, ça serait plate, je vais quand même le faire. Mais très rapidement. Puis après ça, c'est rapide, mais après ça, ce qui est intéressant, c'est les petits cas particuliers là, qui arrivent en zéro en ce point-là ici. OK. Donc, je vais refaire mon petit dessin. Je vais le refaire une couple de fois, ce petit dessin-là, parce qu'il est bien le fun à faire. J'ai x1, x2, mon ensemble U. Bon, supposons que je suis ici. OK? On peut facilement se convaincre que c'est la même chose au final. C'est ça comme ça. Ça, c'est mon intervalle optimal. Et, petit commentaire important que je vais faire tout de suite. Si je prends un x là-dedans, je sais que x1 plus x2 va être égal à 1. Donc, nécessairement, x2 va être égal à 1 moins x1. Donc, c'est le fun. Je n'ai même pas besoin de me tracasser de la deuxième variable. J'ai juste besoin de travailler avec x1. Parce qu'une fois que j'ai mon x1, je fais juste le rentrer ici et je trouve mon x2. Donc, ce ne sera pas très intéressant. Donc, je vais juste travailler au niveau de x1 ici. On pourrait s'amuser à calculer l'intersection de la droite ici qui serait 0,1. C'est assez facile à se convaincre. Et ici, supposons que j'ai un point A. Et donc, ça, c'est vraiment le cas le plus simple qu'on peut s'imaginer, que je suis vraiment de ce côté-ci et en dessous de la droite. Et peu importe où je me promène dans cette sorte de triangle infini-là, eh bien, comme j'expliquais tout à l'heure, ça c'est optimum et tous les points entre vont être optimum. Et donc, si je veux trouver, ce qui m'intéresse, ça serait trouver le x1. Il varie entre quoi et quoi. OK? Si je trouve les deux bouts de mon intervalle ici, donc, j'ai mon x1 qui va varier entre ça et ça, et mon x2 va varier entre ça et ça. Mais par le commentaire que j'ai fait ici, je n'ai pas besoin de me préoccuper x2 va varier entre quoi et quoi, parce que je sais que la pente est de 1, donc une fois que j'ai mon x1, je peux juste toujours retrouver mon x2. Donc, je vais vraiment m'intéresser à c'est quoi les valeurs que x1 peut prendre. Bien, x1, comme je dis, il va être dans cet intervalle-là. Cet intervalle-là est défini par ce point-là à ce point-là. Mais ce point-là est assez simple parce que c'est juste la projection sur l'axe des x, donc je vais juste conserver ma première composante ici, à 1. Et, bon, j'en ai pas besoin, mais je sais que la somme des deux, je suis sur U, donc je sais que la somme des deux doit être 1. Donc, je sais que l'autre point, ça va être 1 moins A1. Donc, ça, c'est le point A1, virgule, 1 moins A1. Et ici, c'est un peu plus compliqué, mais pas tant que ça, parce que là, ce qui se passe, c'est que je conserve en Y, je dis en Y dans la variable verticale, je conserve ma valeur A2. Et là, je vais utiliser le même truc que j'ai fait là. Je vais dire que la somme des deux doit être de 1, donc ça va être 1 moins A2. Donc, si je suis dans ce cas de figure-là, qui est le cas de figure le plus simple, et comme je disais, si je n'avais pas cette singularité-là ici, ça serait vraiment, le problème s'arrêterait là, ben, j'ai que mon x1, il va varier entre A1 et 1 moins A2. Donc, mon cas de figure, c'est quoi? C'est que si je suis de ce côté-là de l'axe, donc si A1 est positif, mais que je suis en dessous de ça, donc A1 plus A2 strictement plus petit que 1. Je me sens comme je suis rendu en informatique, je me sens comme si j'écrivais du code. Là. Il y a plein de if. Bon, il faut que je tabule bien mes affaires. Donc, si ça et ça, alors, qu'est-ce que je disais? X1, il va être élément de A1 et 1 moins A2. Donc, je viens de trouver mon X1 en fonction de mon A de départ qui est fixé. Je ne le connais pas d'avance, mais il va être dans cet intervalle-là. Et tous les X1 qui vont respecter ça vont être optimales.
Puis, comme je disais, une fois que j'ai mon x1, je trouve mon x2, et j'ai trouvé le x sur mon intervalle U, sur mon ensemble U, qui réalise l'optimum ici. Puis après ça, si je voulais savoir quelle distance j'ai parcouru, ben, j'ai juste besoin de faire f de ce x-là dans ma fonction de départ. Donc ça, c'est le petit cas plus simple un peu. Je peux peut-être effacer. J'espère que vous m'avez suivi. C'est un peu visuel comme argument. Mais comme je dis, ce qui est agréable, si on faisait le calcul, on verrait que vraiment chaque cas de figure serait vraiment représenté dans mon calcul avec ma différentielle. Donc, là, si j'ai... Bon, je vais juste faire l'autre cas de figure. Encore une fois, je suppose que je suis de ce côté-là, mais je vais supposer que je suis en haut de cet intervalle-là. Je pourrais considérer que j'étais exactement sur U, mais ce serait juste plate, je n'écrirai pas ça. La solution, c'est juste toi-même, si tu es dans U. Donc, je vais juste supposer maintenant que si A1 plus A2 était strictement plus grand que 1. Bon, je suis ici. Donc, ça marche encore, la même idée qu'en bas. Donc, je dis que la solution, c'est tout simplement, si je projette sur, je bouge mon Y, donc ça ici, ça va être A2, 1 moins A2 pour que la somme des deux donne 1 toujours. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est cet intervalle-là. Et ici, je projette en X, donc ça conserve la même valeur, donc ça va être A1 et 1 moins A1. Et donc, X1, il va être élément de 1 moins A2 et A1. Là, il faut faire attention. Parce que là, est-ce que ça marche? Preuve par l'exemple, j'ai trouvé un A ici, et c'est vrai, donc ça marche. C'est QFD. Mais si on fait un petit peu plus attention, on peut regarder un peu ce qui se passe. On aurait pu le faire de l'autre côté, mais de l'autre côté, il n'y aurait pas eu de problème. Okay? Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais varier mon A? On voit que si je le bouge comme ça, cet intervalle-là ici devient de plus en plus grand. OK, là, c'est un peu de coordination ici. Là. Ça fait ça comme ça quand je varie ça. OK? Mais ça, il n'y a pas de problème, ça va juste grandir l'intervalle et c'est vraiment capturé par le A1 ici. Aucun problème. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais varier en Y, dans l'axe vertical? Bien, ce qui se passe, c'est que ça ici, il grossit comme ça. OK, c'est correct. Mais après ça, quand je dépasse, je continue, mais l'intervalle, ça ne fait plus partie de mon U. Ça s'arrête là, on est d'accord? Donc, en fait, ce que j'ai écrit là, c'est la solution pour les A1 qui sont plus petits que ce point-là. Puis ce point-là, je vais effacer ça ici. Ce point-là, je l'avais écrit dans celui que j'ai effacé auparavant. C'était le point 0,1. Donc, pour les A qui vont être plus petits que la valeur en Y va être plus petite, la valeur verticale, donc A2 va être plus petite que 1, ça va être correct, ça va être ce que j'ai écrit. Mais pour les A1 qui vont être strictement plus grands, ben, ça serait l'intervalle qui nous intéresserait, techniquement, ça serait de là à là, mais il faut que ça l'arrête à 0. Donc, je vais l'écrire. Si A1 est plus petit, A2 est plus petit ou égal à 1, aucun problème, c'est ce que j'ai écrit. Mais maintenant, si A1 est plus grand ou égal à 1, ben ça va être, il va aller de 0 à, bon, peu importe, là, il est où, donc A1. Donc, de 0 à A1. Et là, il y aurait une manière intelligente de comme vraiment regrouper ces deux colonnes en prenant le maximum entre 0 et 1 moins A2, je crois. Mais je préférerais le donner en deux cas de figure. Donc, ça, il y a une manière de regrouper les cas un peu, mais au final, c'est ça la solution avec tous les cas de traité. Donc, je vais effacer ça, puis je vais juste faire très, très rapidement Bon, non, en fait, ouais, le cas un petit peu intéressant, je ne vais même pas l'écrire, mais le cas un peu intéressant, c'est de l'autre côté. Ben, OK, de l'autre côté, ce qui va se passer, c'est que mon intervalle va aller de là à 0. Ça va être fixé. Ça, c'est correct. Mais il va y avoir l'autre cas de figure, quand je vais dépasser ici en haut, on va réaliser que le seul optimum, ça va être ce point-là, parce que je ne pourrai jamais dépasser ce point-là puis que ça soit optimal. Donc, la distance minimale, ça va être nécessairement en ce point-là. Et on va avoir vraiment l'unicité de la solution dans ce cas particulier-là quand je vais être
vraiment en haut ici. Okay? Expliquer bien rapidement, je ne l'écrirai pas, parce qu'en 5 minutes, je dois vous parler de mon mémoire. Donc, j'espère que ça va... J'espère que ça ne sera pas trop rapide. Supposons qu'on a une colonne. Okay, une colonne, là, moi, je suis en maths appliquée, donc je ne vais pas parler je parle de vraies colonnes. Oui, il n'y en a pas dans cette salle-ci, donc ça ne marche pas. Donc, j'ai une colonne. Si j'applique une force sur ma colonne, à un certain point, il va y avoir flambage. Le flambage, c'est lorsque ça va se déformer et que la charge va être maximale, en fait. OK? Je vais rapidement expliquer comme ça. Et on peut formuler ce problème-là de manière physique. Et fondamentalement, ce qui intervient là-dedans, c'est cette fonction-là ici. Ouais, c'est pas tout à fait cette fonction-là. Je vais la donner après la vraie fonction qui intervient. Donc, cette fonction-là ici. Puis je vais l'écrire tout de suite. La fonction où A, il faudrait que je définisse mes choses, où A, on va dire que c'est une matrice n par n symétrique. Donc, elle est symétrique. Et je le vois vraiment, encore là, elle est fixée. Et je vois ma fonction comme une fonction de x, comme ça. OK, ça c'est correct. Et dans l'histoire du flambage, ce qui intervient fondamentalement, c'est le quotient de Rayleigh, qui est lambda A, qui est défini comme l'infimum des x éléments de Rn sans 0. On peut se convaincre que cette fonction-là est bien définie et continue sauf en 0. Fait qu'on ne va pas considérer le cas où x est 0. On s'en fout. Donc, on définit une fonction lambda de A comme l'infimum de A x sur la norme de x au carré. Et bon, vous pouvez peut-être trouver un petit peu bizarre mon choix de fonction que je l'appelle lambda, ma fonction. Mais en fait, ça c'est vraiment intéressant. Si on travaillait à ce niveau de cette fonction-là, soit dit en passant, elle est différenciable. Fonction super gentille. Et si on fait on peut calculer le gradient, on calcule le gradient et on se rend compte que le gradient, il y a une forme. On prend cette forme-là, on pose gradient égal à 0 avec les points critiques. On a le droit de faire gradient égal à 0. Je simplifie un peu les choses, mais ça ressemble, au final, c'est pas mal ça qui arrive. Et on se rend compte que ce que gradient de f de x égale à 0, si et seulement si, ce serait quelque chose du genre... J'ai travaillé il y a 2 ans là-dessus, puis on dirait que comme ça, j'essaie de le faire rapidement. Et c'est A, c'est la définition d'une... Quand tu définis une valeur propre? A, donc, on se rend compte qu'au final, les points critiques vont être les valeurs propres de notre fonction A. Comment on définit une valeur propre? C'est un peu gênant, je m'en excuse. Ouais, mais c'est ça, c'est A moins f de x i x égale à 0. OK? Donc, c'est ça. Puis donc, on réalise. Et, autre petit commentaire, mettons, ça c'est le premier commentaire. Deuxième commentaire, je ne l'écrirai pas. Deuxième commentaire, c'est f de, si je rentre là-dedans, v, un vecteur propre, je n'écris pas que v c'est un vecteur propre, bien, j'ai nécessairement que ça c'est égal à AV, V sur la norme de V au carré. Et AV, c'est quoi? C'est un vecteur propre, donc ça me donne lambda V avec V. Ça, c'est exactement la norme au carré, divisé par la norme au carré. Donc, ça me donne exactement lambda. Et donc, si je rentre un vecteur propre dans ma fonction, bien, ça me donne une valeur propre. Et on réalise que les points qui réalisent l'infimum sont les valeurs propres. Et donc, si je considère cette fonction-là, qui a une matrice, je lui associe sa plus petite valeur propre, c'est une fonction très intéressante qui, elle, celle-là, n'est pas semi-différenciable au sens d'Adamard, qui n'est pas différenciable au sens d'Adamard, mais elle est semi-différenciable. L'idée, c'est que l'infimum, c'est une fonction qui est sous-linéaire, donc quand on va calculer la semi-différentielle, on va avoir une sous-linéarité, donc on va avoir, comme la linéarité, mais avec un plus petit ou égal à la place. C'est ce qu'on montre en analyse 1, par exemple, que l'infimum est sous-linéaire. Et cette fonction-là est vraiment fondamentalement importante
Et elle intervient, c'est ça, comme je disais, dans le flambage de la colonne, parce que dans le flambage de la colonne, essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est la plus petite valeur propre de la matrice qui est définie par notre colonne, essentiellement. J'espère que c'était un peu pas trop vague, parce que je ne sais pas comment finir.